Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. 55 ans après leurs indépendances, les États africains ont-ils les ressources idoines que requiert leur développement? Sinon, pourquoi ne les ont-ils pas? S'ils les ont, comment sont-elles gérées? Avec quels résultats? Voilà le sujet que, à votre avis, ouvre ce soir. Et nous allons essayer de comprendre cette problématique avec les contributions de M. Nou Ndiakité. Vous êtes président de l'Association malienne des gestionnaires de ressources humaines. Et de M. Mamadou Ndiaye. Vous êtes directeur associé de International Business Consulting Mali. Et vous êtes past président du Cercle de l'entreprise et de l'initiative sociale au Mali. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voyons ce que dit le micro-trottoir d'à votre avis. En Guinée, ce n'est pas les ressources humaines qui manquent, mais c'est la gestion, l'utilisation de cette ressource humaine qui fait défaut. On a tendance à croire que si tu n'es pas avec moi, tu n'es pas bon. Or, pour un développement radieux, il faut vraiment utiliser les ressources humaines de qualité. Vraiment, et ça ne manque pas dans ce pays. Moi, je pense que les ressources humaines ne sont pas bien gérées, en tout cas au sein de l'université. Et l'université étant le berceau du savoir, et par extension, donc les ressources humaines ne sont pas gérées dans tout le Mali. Par exemple, le cas de l'université, nous on a besoin d'un certain nombre de professeurs d'un certain rang, des docteurs ou des professeurs agrégés. Alors que souvent, on est obligé de prendre des enseignants du lycée pour venir compléter la formation. Les étudiants qui sont formés, alors ce qu'ils font à l'école ne correspond pas à ce qu'ils font sur le terrain. Donc de façon générale, alors le cas de l'université, on peut étendre ça sur tout le continent du Mali. En un mot, les ressources humaines sont très très mal gérées dans notre pays. Dans ces cas, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire ceux qui ont des compétences dans certains domaines, alors il faut que ceux-ci soient affectés là où ils ont ces compétences. Dans mon pays, le Niger, à l'heure où nous sommes actuellement, nous pouvons parler de l'existence de l'administration, mais la gestion, elle en est une autre. Elle en est une autre parce que tout simplement, nous constatons quand même des facteurs, des nouvelles inventions et des outils qui participent à la bonne fonctionnalité de cette administration, mais qui ne se trouvent pas à ces derniers. Notamment, certaines pratiques qui arrivent à dévier la moralité, la mentalité de l'administrateur, notamment la corruption. C'est un facteur extrêmement dégradant qui ne peut que participer à la dislocation de valeurs premières de cette administration. Aujourd'hui, on a l'impression que quand un chef d'entreprise ou un chef de département vient, il vient avec son groupe. Peu importe le niveau de ce groupe, mais on vient, on met les autres de côté. Moi, je peux dire alors que en Guinée, il n'y a pas un problème de ressources humaines. On a assez de ressources, mais c'est la gestion. Pour qu'un pays puisse aller en avance, on a besoin des main-d'œuvre qualifiées, des ressources compétentes. Des ressources compétentes pour que au moins le système économique malien puisse aller de l'avance. Et nos dirigeants doivent comprendre que le sectarisme ne peut pas nous amener loin. Ça ne ferait que nous faire reculer. Donc il faut donner l'opportunité à des gens, à des jeunes qui ont la compétence d'exercer leurs compétences. Je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport à ces points. Au Niger, les ressources humaines sont mal exploitées. Il y a aussi la question de recrutement des affectations. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de recrutement dans ces pays. On n'écrit pas selon post-profil. Il y a la question de la politisation de l'administration qui intervient.
nous pensons que si, au fait, les Maliens ne s'investissent pas, n'est-ce pas, à avoir des compétences acquises, c'est-à-dire des formations de base, pouvant nous aider à libérer les énergies, c'est-à-dire à aller vers en fait, un monde professionnel beaucoup plus actif. Et pour cela, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des accompagnateurs. C'est-à-dire l'État doit mener des actions pouvant aider les jeunes, n'est-ce pas, à libérer leur énergie en ce sens. Donc un produit fini ici au Mali n'est pas bien géré. Voilà, messieurs, si vous le voulez bien, et pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs, nous allons commencer rapidement par déterminer le champ de notre entretien. Qu'est-ce qu'on entend par ressources humaines? Monsieur Ndiaye. Ok, j'entends déjà ressources. Une ressource, c'est quelque chose qu'on utilise pour produire quelque chose dans le but d'atteindre un objectif. Alors, on peut avoir des ressources naturelles, des ressources matérielles, des ressources financières, mais des ressources humaines, mais de toutes ces ressources, celles qui contribuent à créer et à valoriser toutes les autres, c'est la ressource humaine. Pour parler d'argent, pour parler de si on a de l'or, si on n'a pas des hommes pour valoriser l'or, ça ne peut servir à rien du tout. Donc, la principale richesse d'une entreprise, d'un pays, d'un continent, c'est la ressource humaine. Alors, je ne sais pas si je dois enchaîner avec la notion de gestion. Vous pouvez aller. Donc, alors, quand on parle de gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est d'abord dans le but d'atteindre un objectif. Bon, ça peut être un objectif de rentabilité financière, économique, sociale, etc. Donc, c'est l'optimisation de ces ressources pour atteindre cet objectif. Mais ça veut dire que cette ressource, qui est la ressource humaine, la richesse que nous avons, l'homme doit être au service de cette optimisation. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle de ressources humaines, on parle de chômage, on parle d'emploi. Plutôt que ce soit une richesse, c'est un fardeau. C'est même lorsqu'on considère sa frange jeune, c'est même une crainte. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ce qui devrait être notre richesse, qui devrait nous permettre d'atteindre de meilleurs résultats, aujourd'hui constitue pour nous un fardeau. Donc, comme on l'a vu dans le micro-trottoir, en fait, il n'y a pas du tout de gestion. Parce que c'est une prise en charge, on parle d'administration, mais il n'y a pas de gestion parce que la gestion, c'est l'optimisation et c'est dans le but d'atteindre des objectifs. Je vais m'arrêter là dans un premier temps, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Très bien. Alors, M. Diakité, voulez-vous compléter ou enrichir ce que nous venons d'entendre? Merci, M. Mariko. Je crois que votre radio-trottoir a permis vraiment de cadrer le problème de gestion des ressources humaines parce qu'il faut l'envisager à différents niveaux. Voilà, au niveau macro, au niveau de l'État, et également au niveau des autres organisations. Je veux parler de l'entreprise, des associations et toutes les autres structures. M. Ndiaye a abordé la question de qu'est-ce que la ressource humaine? Il faut le situer dans un cadre, parce que là, on est dans une entreprise, on est dans une association, dans une ONG ou au sein de l'État. À tous ces niveaux-là, vous avez une organisation qui est en place. Cette structure utilise différents types de ressources. M. Ndiaye a parlé des ressources financières, vous avez les ressources matérielles et vous avez également les hommes qui doivent intervenir dans le processus de production ou de transformation. Et ce sont l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont une compétence, une capacité à agir, à produire un bien ou un service, donc qu'on appelle d'une manière générale les ressources humaines. Donc tous ceux qui sont à mesure de contribuer à la production de par leur capacité. Donc, pris sous cet angle-là, donc les ressources humaines, c'est ceux qui travaillent au sein des entreprises ou au service de l'État, mais ça inclut d'autres niveaux où partout vous avez
des individus qui doivent contribuer à la production, à la production de la richesse nationale. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas limiter la notion de ressources humaines dans le pays aux seuls salariés ou fonctionnaires qui sont en activité. Le concept est très large. Mais dans le cas d'espèces qui nous intéressent, on essaie de se focaliser sur ceux qui exercent leur activité au sein des structures de l'État ou au sein des organisations. Pris sous cet angle-là, donc nous appelons ressources humaines ce qu'on appelle les employés, ce qu'on appellerait également les fonctionnaires, ce qu'on appellerait également les militaires et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui, d'une manière générale, contribue à faire fonctionner les structures existantes de par leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être et qui contribuent à la production donc, des biens et des services. Donc, d'une manière générale, c'est ce que nous pouvons appeler des ressources humaines. Très bien. Merci, messieurs, pour cet éclairage. Alors, je voudrais maintenant que nous abordions la question de l'état des lieux des ressources humaines en Afrique. Comment ça se présente? Comment ce problème se présente-t-il aujourd'hui dans nos différents pays? Puisque vous avez dit tout à l'heure, M. Ndiaye, vous avez dit ça devient un problème. Alors, oui, en fait, c'est une problématique qui est subie. Alors qu'aujourd'hui, elle devrait être la principale ressource pour amener nos pays, notre continent, à être là où nous voulons être. Le véritable problème, c'est d'abord de savoir ce que nous voulons. Quelle est la vocation que nous donnons à nos États, à nos entreprises. Et c'est vrai que les richesses naturelles sont là, mais si on ne sait pas quelle est la vocation qu'on donne, on ne peut pas mettre cet appareil de production au service de cette dynamique. Aujourd'hui, si on regarde le problème de la formation, M. Diakité a parlé de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Dans notre tête, on met l'essentiel sur le savoir. On pense que c'est l'école qui doit donner l'essentiel de la formation. Ensuite, il y a les compétences, exactement qu'est-ce qu'on doit être capable de faire. Et enfin, comment on doit le faire. Mais dans la réalité, aujourd'hui, on se rend compte que le gros problème chez nous, c'est le troisième niveau, c'est-à-dire le savoir-être. On peut avoir les compétences que nous voulons. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui disaient « nous avons les compétences, nous avons les savoirs ». Et d'ailleurs, souvent, on confond le savoir avec les diplômes. Nous avons les savoirs, mais on ne nous utilise pas. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de l'Afrique, comme on l'a dit, c'est vraiment cette base du savoir qui est la manière de se comporter pour pouvoir utiliser son savoir-faire et son savoir-être de la meilleure manière. Très bien. Ok. Je crois que le problème la problématique de la gestion des ressources humaines en Afrique, je crois qu'il faut l'aborder sous un certain nombre d'angles. D'abord, il y a le choix fondamental à faire. Est-ce que nous allons baser notre développement sur des ressources naturelles que nous avons, que nous allons exploiter ici, ou bien nous disons, nous avons des problèmes, nous n'avons pas suffisamment de ressources naturelles, mais nous avons des hommes. Nous allons les former, les rendre capables de donner un coup de pouce à notre développement. Vous voyez, à l'orée des indépendances, certains pays ont fait ce choix stratégique-là. Si vous connaissez certains pays maghrébins qui ont bien dit, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des hommes. Donc, dès le lendemain de l'indépendance, ils ont mis le cap sur la formation. La Tunisie, par exemple. Entre autres. La Tunisie, entre autres. Donc, ils ont formé plein de cadres. Malgré qu'il n'ait pas de ressources naturelles, leur niveau de ces dernières années laisse croire qu'effectivement, le pays a pu faire un décollage. Par contre, vous avez des pays, voilà, donc on a des ressources naturelles, on va essayer de baser notre développement sur les ressources naturelles. Mais même là, en ce moment, l'autre problème, c'est quoi? Est-ce que nous avons les hommes qui ont les compétences qui nous permettent de réaliser cela? Donc, nous revenons toujours à la structure que M. Ndiaye a abordée, le problème des objectifs, le problème de la performance. Parce que est-ce que nous avons les hommes
qui sont capables donc d'atteindre des performances économiques pouvant impacter sur le développement. Toute la question est là. Si nous avons une adéquation, nous n'avons pas les hommes qui permettent de tirer des ressources naturelles tout ce qu'il faut pour permettre au pays de produire, donc d'avoir un produit intérieur brut qui permet de supporter le développement, il y a problème. Donc ce qui fait que la gestion des ressources humaines, elle se pose d'abord au niveau macroéconomique, parce que l'État doit mettre en place un certain nombre d'actions visant à la formation des hommes, visant à faire la réglementation de l'utilisation de ces ressources humaines-là. Également, au niveau même des entreprises qui les utilisent, pour permettre à ce que les hommes puissent convenablement produire au sein de ces entreprises. Mais il y a un second niveau d'analyse qu'il y a lieu de faire. C'est au niveau, j'allais dire, micro. Je vais ramener au niveau des organisations. Là, ce n'est plus la responsabilité de l'État. Vous êtes une entreprise, vous êtes une SA, vous êtes une SARL, vous êtes une association, vous êtes une ONG, vous êtes une administration, vous êtes une agence. Vous avez besoin d'hommes pour travailler à votre compte. Vous devez faire en sorte que les hommes que vous avez amenés en votre sein puissent produire le maximum d'eux-mêmes pour faire avancer les objectifs de votre organisation. Cette organisation, ça peut être une entreprise, je l'ai dit, ça peut être une association, ça peut être une agence, ça peut être une structure gouvernementale. Donc, à ce niveau-là encore, le problème de l'adéquation entre les emplois et les qualifications se pose. Et je crois que c'est ce que beaucoup de vos interlocuteurs lors du radio-trottoir ont évoqué. Il se pose en ce moment des problèmes au niveau des recrutements, au niveau de l'utilisation des hommes à l'intérieur des organisations. Il se pose tout ce qui est lié à l'épanouissement également des hommes au sein de ces structures-là pour leur permettre de donner leur pleine potentialité. C'est tant que les hommes n'arrivent pas à produire, à donner leur pleine potentialité, ça veut dire que la structure elle-même aura des difficultés à atteindre ses objectifs. Donc le problème se pose à ce niveau-là. Donc si vous voulez qu'on ramène le débat au niveau micro, ça veut dire que si les employés n'arrivent pas, les ressources humaines n'atteignent pas leur objectif, ça veut dire que nos entreprises, nos organisations auront des difficultés à atteindre leurs objectifs. Et si ces organisations-là également n'arrivent pas, ces entreprises, en fait c'est l'entreprise qui produit, si l'entreprise n'arrive pas à produire, à être performante, il va de soi que l'économie également va en prendre un coup. Donc je crois que le problème de gestion des ressources humaines actuellement dans nos pays se pose plus ou moins en ces termes-là. Est-ce qu'à tous ces niveaux-là, nous sommes suffisamment structurés pour que, M. Ndiaye l'a dit, la gestion c'est une question d'objectifs. Est-ce que nos structures ont des objectifs bien précis qui leur permettent de décliner ces objectifs-là en actions, en indicateurs de performance qui vont se répercuter jusqu'au niveau de chaque employé dans la structure? Alors justement, je rebondis là-dessus pour dire, est-ce que par exemple dans nos administrations publiques, les choses se présentent de manière telle qu'on puisse s'attendre à l'atteinte d'objectifs? Bon, moi je pense que, comme il a dit là, que ce soit les administrations publiques et privées, le problème se pose de la même manière. Maintenant, l'articulation entre le micro et le macro, vous avez parlé mais les deux sont intimement liés. Si vous demandez les entreprises aujourd'hui, si nous sommes dans un pays, quel qu'il soit, si le pays n'a pas d'objectif de développement, le pays n'a pas décidé, j'ai une vocation de pays agricole, ou d'élevage, ou qui va baser son économie sur les ressources minières ou sur le tourisme. L'économie étant la somme des entreprises individuelles et les ressources humaines étant la somme des ressources humaines du pays, si l'ensemble des ressources humaines qui sont produites ne permettent pas à développer cette vocation au niveau micro, eh bien, il ne faut pas attendre à ce qu'on puisse atteindre les objectifs dans ces entreprises-là, dans ces organisations et dans ces administrations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on fait le bilan? L'Afrique aujourd'hui représente 1 milliard et quelques sur les 7 milliards.
de terriens. Dans 25 ans, sur les 9 milliards, on sera 2 milliards. Sur ces 2 milliards, on a la chance que chez nous, on est actuellement, les moins de 30 ans, c'est presque 70%. 68%, alors que la moyenne au niveau mondial, c'est 50%. On peut en avoir peur. On peut en avoir peur, mais lorsqu'on regarde les tendances du monde aujourd'hui, de l'économie, on voit que à tous les niveaux, nous allons vers la digitalisation, nous allons vers la dématérialisation, nous allons vers des concepts pour lesquels vous et nous commençons à être déconnectés. Qui d'entre nous, quand il a des problèmes avec son portable, ne donne pas à son enfant? Alors, ce qui devrait être un atout pour nous, c'est-à-dire aujourd'hui de dire ces pays qui ont du potentiel, qui ont de la jeunesse, devraient être ceux qui devraient se positionner pour l'avenir. On n'en a pas conscience. Et si on regarde le profil des hommes qui sont là, d'abord, il y a une bonne partie qui n'est pas scolarisée. Il y a une bonne partie qui n'est pas scolarisée. Et ceux qui sont scolarisés sont inutilisables. On peut dire, c'est foutu parce que l'éducation est morte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'éducation n'est plus séquentielle. C'est-à-dire que nous sommes passés bac, nous avons appris le fonctionnement de l'ordinateur depuis le système binaire jusqu'à l'utilisation. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui n'ont pas été à l'école, mais qui vous manipulent tous ces concepts-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mette en tête que ce n'est pas perdu. Lorsqu'on regarde la réalité économique et l'état de la compétition, nous avons plutôt de la chance d'avoir ces jeunes-là. Mais est-ce que nous en avons conscience? Est-ce que nous avons d'abord ces objectifs au niveau macro? De dire, voilà, nous avons décidé de nous développer avec la ressource humaine. Nous devons nous donner les moyens de développer ces ressources humaines. Et là, maintenant, ce développement de la ressource humaine va se décliner dans la diffusion du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Ça nous renvoie à la formation. C'est-à-dire que lorsqu'un État décide, comme vous l'avez dit, de telles options de développement, la logique voudrait que ces plans de formation, ces programmes de formation correspondent à cette option. Est-ce que pour le moment nous sommes dans ce cas-là? Permettez-moi de réagir, monsieur Marico, par rapport à vraiment la pertinente intervention de monsieur. Le problème actuellement, quand on regarde le problème de la gestion des ressources humaines sur le continent, qu'est-ce qu'on observe? N'oublions pas que actuellement le problème de gestion des ressources humaines, c'est quelque chose qui est intimement lié également au niveau de développement des pays. Vous allez observer que nous avons une Afrique à plusieurs vitesses, exactement pour aller dans le sens que vous dites. Vous prenez les pays du Maghreb, les Maghrébins ont une longueur d'avance sur nous, les pays au sud du Sahara, pour la simple raison qu'ils ont un rattachement à l'Europe et la plupart des multinationales sont venues s'installer dans ces pays-là. Et également, il y a eu des choix historique d'aller vers des options de développement dès le départ. Donc, vous verrez toutes ces pratiques-là qui permettent à ces pays de se maintenir à un niveau assez raisonnable. Parce que le problème de digitalisation, le problème de formation a été intégré dès le départ. Vous venez un peu vers l'Afrique au sud du Sahara, dans nos pays, je vais dire le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Vous allez voir encore une nette différence entre les niveaux de gestion des pays en fonction de l'implantation des multinationales. Si vous avez beaucoup de pays, de sociétés multinationales, vous verrez que ces multinationales-là ont amené les pratiques qui se trouvent dans leur siège. Ils ont amené au niveau de leur représentation, ils ont formé leur personnel, ils les ont amenés à un niveau un peu au-dessus de la moyenne du continent. Les autres pays qui n'ont pas bénéficié de cet avantage-là n'ont pas atteint encore ce niveau-là. Tout simplement, pour confirmer ce que vous avez dit, d'abord le rôle de l'État, c'est indéniable. Il faut absolument qu'au niveau des choix stratégiques dans la formation, il faut qu'il y ait des choix, que l'État les fasse et les assume, et que cela se répercute à tous les niveaux de formation, les formations académiques, les formations professionnelles. Que l'État, la politique de formation mise en place, les structures d'accompagnement jouent pleinement leur rôle, permettre aux entreprises de bénéficier des formations en fonction des
de la réalité du moment et de leur contribution également. Parce que les entreprises contribuent. Ils payent quelque chose pour les frais de contribution. Donc il faut que cet argent-là soit réellement réinvesti dans la formation pour que l'effet se fasse sentir dans les performances des entreprises. Ça, c'est indéniable. On est tout à fait en phase par rapport à ces problèmes-là. Le deuxième aspect, j'ai dit, ça c'est vraiment les outils également qu'il faut mettre en place. C'est là où j'essaie de faire un peu également la différence, où effectivement les entreprises ont également un rôle extrêmement important à jouer. Donc il faut que, à partir de là, que les entreprises également puissent essayer de se doter de outils modernes de gestion, comme vous l'avez dit. Dans le micro-trottoir, vous avez dit souvent, les gens ont vu qu'il y a... Parce que on est dans une administration de développement, administration du personnel. Ça veut dire quoi? C'est déjà le b.a.-ba. Quelqu'un est là, juste donner un contrat à quelqu'un, s'assurer qu'on a géré les permissions, on a géré les sanctions. Ce n'est pas ça la gestion des ressources humaines. Il faut aller au-delà de cela. Il faut que, quand on parle de gestion des ressources humaines, que les responsables de gestion des ressources humaines soient intimement associés à la politique de l'entreprise, que tout ce que l'entreprise décide en termes stratégiques, que cela ait son répondant au niveau de la gestion des ressources humaines. Nous avons besoin de produire telle quantité de biens ou de services. Est-ce que nous avons les hommes qu'il faut pour permettre d'atteindre cet objectif? Est-ce que nous avons les compétences qu'il faut pour atteindre cet objectif? C'est ça le rôle des ressources humaines, d'intégrer depuis la prise de décision, la décision stratégique de l'entreprise, d'amener la réflexion, que l'entreprise s'assure que nous avons fait tout ce travail-là concomitamment, pas après. On ne décide pas d'aller acquérir une machine à coût de 2-3 milliards, amener la machine, installer d'abord au niveau de l'usine et commencer à chercher maintenant les hommes qui vont assurer le fonctionnement. Or, malheureusement, c'est le cas pour la plupart de nos entreprises. Et c'est ça qu'il faut justement éviter. Il faut qu'on arrive à intégrer la gestion des ressources humaines dans l'équipe de direction. Ce n'est plus le travail quotidien, mais c'est vraiment un vrai travail de réflexion. Je suis d'accord encore avec vous. Ça veut dire que même les hommes qui ont à charge la gestion de cette ressource humaine-là, eux aussi, ils soient bien formés à comprendre tous les concepts de gestion, à assumer pleinement ce rôle-là, de comprendre que moi, mon rôle n'est plus seulement de faire des contrats de travail, de recruter du personnel, mais moi, je dois comprendre que l'entreprise a un objectif tel et j'ai la responsabilité, moi, de m'assurer que les hommes qui sont là contribuent à l'atteinte de cet objectif-là. Et c'est ça actuellement le fond du débat dans nos pays africains. Et apparemment, c'est ce message-là qui n'est pas très très bien compris. Et malheureusement, donc la fonction de gestion des ressources humaines reste toujours confinée. Et vous me le considérez. Dans la plupart de nos entreprises, le chef du personnel est juste un appendice au niveau de la direction administrative et financière. Dans la plupart des administrations. Permettez-moi encore de dire également l'effort qui est fait au niveau des États pour essayer d'améliorer cela. C'est valable au Mali, je sais que certains pays l'ont fait. On a compris que l'administration est l'épine dorsale du développement. Et cela ne peut se faire que par une gestion efficace des hommes dans l'administration. Donc, si je prends l'exemple du Mali, depuis 2009-2010, l'État a voté une loi pour créer des directions des ressources humaines dans les administrations. Donc, chaque département ministériel n'a pas une direction des ressources humaines, mais ils ont fait des regroupements sectoriels. Donc, les directions des ressources humaines existent sur le papier. On est allé même un peu plus loin. On a créé même le corps des administrateurs des ressources humaines, tout comme le corps des administrateurs civils, tout comme le corps des magistrats. Donc, actuellement, il existe au Mali un corps des administrateurs des ressources humaines. Maintenant, le problème, il faut qu'on aille au-delà de ça. On a créé le corps, on a créé tout ce qu'il faut sur le papier. Mais est-ce que ces hommes-là exercent effectivement leurs responsabilités? Est-ce qu'on permet également à ces hommes-là de jouer leur rôle aussi au niveau de l'administration? Tout est là, tout est là. Et également, ce rôle, excusez-moi, est centralisé seulement au niveau d'une capitale. Quand est-ce que cela va être décentralisé au niveau des régions et encore moins au niveau des communes? Donc voilà un des enjeux, tout ça, ça fait partie également des enjeux de la gestion des ressources humaines. Justement, je voulais justement aborder la question des enjeux, justement pour dire, alors aujourd'hui, face au déblayage que nous venons de faire, quels sont les enjeux? Comment les choses se présentent en termes d'enjeux?
Mais les enjeux, c'est le développement ou pas de nos pays. Monsieur Diakité a pris l'exemple des pays du Maghreb en disant que oui, c'est la proximité de l'Europe avec... je pense que ça, ce n'est que l'effet accessoire. L'explication qui justifie le plus là où ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont des stratégies de développement. Pour prendre le cas du Maroc, il y a une dizaine d'années, l'industrie automobile n'existait pas. L'industrie aéronautique n'existait pas. Autant, moi, mon quotidien, c'est l'entreprise. C'est vrai que les défis sont là au niveau de l'entreprise, mais l'impact ne peut être vu que si c'est agrégé au niveau macroéconomique. En l'espace de 5-10 ans, c'est l'État marocain qui s'est doté d'une politique de formation en aéronautique et en l'industrie automobile, et même dans les nouvelles technologies, les centres d'appel, etc., qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 80 entreprises d'aéronautique au Maroc. Ce n'est pas parce que Boeing ou Embraer voulaient qu'ils l'ont mis là-bas. C'est parce qu'ils ont vu que dans ce pays, il y a des infrastructures, il y a une dynamique qui fait en sorte que nous avons intérêt à y aller. Donc, nous venons au vrai problème de base. C'est la stratégie de développement. Qu'est-ce que nous voulons? Et avec la politique, qu'est-ce que nous voulons en termes de quel type de profil nous voulons et comment nous voulons les former. Si nous prenons des métiers de sacerdoce comme la justice, la santé, l'éducation, mais vous voyez, est-ce que le problème de la santé, c'est simplement la compétence des médecins? Est-ce que c'est parce qu'ils sont mal formés, qu'ils ne connaissent pas la théorie? Mais c'est l'application du serment d'Hippocrate, tout simplement. Et là, la question, que ce soit au niveau des médecins ou on prend son malade, on l'amène au Maroc ou même au Sénégal, parce qu'on estime qu'il y a une meilleure prise en charge, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas bien formés. C'est la même chose pour la justice, etc. Mais à la limite, est-ce qu'on doit en vouloir à ces personnes? Est-ce qu'on doit vouloir à un médecin qui n'est pas dans les conditions pour bien exercer son rôle et qui est obligé d'avoir des activités extra pour jouer? Et ça pose la question fondamentale de savoir, est-ce qu'il faut d'abord mettre les gens dans les conditions pour exiger d'eux du résultat, ou bien il faut commencer par exiger des résultats et puis après les récompenser par... Moi, je réponds qu'une chose est claire. Quand quelqu'un n'est pas dans les conditions, il est impossible de lui exiger des résultats. En revanche, est-ce qu'on a les moyens de mettre les gens dans les conditions? Moi, j'ai dit oui. Parce qu'aujourd'hui, théoriquement, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, etc., on est tous pauvres, mais on vit. C'est parce que il y a des revenus, les revenus informels l'emportent sur le revenu formel qui doit être la rémunération du travail réel. Il n'y a pas seulement un problème de formation, il y a aussi un problème de gouvernance. Quand beaucoup de gens disent qu'il faut mettre l'homme à la place qu'il faut, mais quand vous prenez la pyramide de la chaîne des valeurs des ressources humaines dans nos pays, c'est écrasé. On a un président, on a un ministre, et puis après, le reste, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que tout le monde veut être ministre aujourd'hui? Pourquoi tout le monde veut être député? Pourquoi les élèves, au lieu d'aller à l'école, ils veulent être maires? Parce que la chaîne de valeur n'est pas valorisée. Le petit greffier n'a pas sa valeur. Vous allez dans certains pays, le simple agent de guichet, s'il arrive à un médecin ou à un ministre, de lui dire, prends celui-là parce que c'est mon frère, mais vous allez démissionner à cause de ça. Ça, c'est de la gouvernance. À côté de la formation, je pense que cela est un problème extrêmement important. Tant qu'on ne valorise pas l'homme à sa place, et qu'aujourd'hui, cette pyramide qui fait que soit on est au sommet ou on n'est rien, et quand on est au sommet, on a le droit de violer la loi, on a le droit de voler, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, et lorsqu'on est à la base, on se soumet. Donc là, aujourd'hui, ça ne valorise pas. Et pour répondre à la question, par où est-ce qu'il faut commencer? Moi, je dis, il faut que les rémunérations soient en rapport avec la contribution de chaque individu à la création de la valeur dans une société. Et là intervient la gestion. C'est à ce niveau qu'intervient la gestion avec toutes les dimensions.
du bon recrutement, une bonne administration, un bon développement du personnel, la formation qui va avec, les plans de carrière qui vont avec, le développement de compétences, etc., etc., etc. Alors oui, moi je voudrais aussi, peut-être que vous allez compléter, mais je voudrais qu'on aborde la question de la formation. Permettez-moi, oui, M. Marico, allez-y, parce qu'il a abordé des sujets, il est allé dans le fond, dans le vif, quoi. Je voudrais d'abord rassurer M. Ndiaye que nous sommes en phase. Je ne dis pas du tout le contraire, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'il dit. Je suis entièrement d'accord. Mais les enjeux des ressources humaines dans nos pays, il en a abordé un certain nombre. C'est ça. On peut en citer. Hein. Oui, allez-y. Non, tout ce qu'il a dit, c'est d'abord le problème des conditions de travail. Donc, c'est là où je vous parlais de l'objectif et tout. Parce que tout ce choix-là dépend de là. Vous voulez gérer des hommes, c'est des êtres humains. Ce n'est plus du tout la matière morte. Vous êtes obligé de prendre un certain nombre d'éléments en compte parce que là, c'est l'humain qui peut réagir par rapport à tout ce qu'il y a là. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a un gros travail à faire au niveau des conditions de travail. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais là, également, ça me permet juste d'ouvrir une autre fenêtre par rapport aux enjeux. L'autre enjeu, c'est le dialogue social. Le dialogue social dans la gestion des ressources humaines. N'oublions pas que nous sommes là sur un terrain où l'État, l'entreprise ou les organisations ne sont pas les seuls acteurs. Il y a un autre intervenant qui a son mot à dire et qui est extrêmement important et qui rejoint également là par où il a fini. Le dialogue social, c'est à travers tout cela qu'on valorise l'homme. L'homme est là pour produire. On produit avec lui. Il est impliqué dans le choix, il est impliqué dans les choix stratégiques. Il est impliqué dans la définition des conditions d'arriver à la performance. Il est impliqué dans la prise en charge de ce que lui-même il a envie de faire. Et il est impliqué dans la réalisation de sa carrière pendant tout le temps qu'il va faire au service d'une administration ou au service d'une organisation. Donc, le dialogue social est un élément extrêmement important qui nous permet de prendre cet élément-là en compte, qui permet de prendre en compte également les problèmes de valeur. Ce que vous avez dit, c'est fondamental. Une organisation, il faut, dès la base, qu'on fasse des choix. Ça, c'est permis ici, ça, ce n'est pas permis ici. C'est valable au niveau de l'État, ça doit être valable également au niveau de chaque organisation, je veux dire entreprise, organisation. Au niveau de l'État, donc la réglementation, quand on la met en place, on doit s'assurer qu'elle est respectée. Quand elle est violée, la sanction doit suivre. C'est la seule manière de pouvoir faire observer par ceux qui violent la loi que ceux qui respectent la loi ont une juste raison de le faire. Oui, mais si c'est les chefs qui violent la loi, comment ça se passe? En tout cas, moi, je suis d'accord avec Ndiaye. Je suis d'accord avec Ndiaye. Ce que Ndiaye dit, je suis d'accord avec lui, mais je crois savoir. C'est un problème de société. On l'a tous intériorisé. On pense que lorsqu'on est chef, lorsqu'on est au sommet, la loi ne s'applique pas à nous. C'est pas seulement les chefs qu'il faut blâmer. C'est sur toute l'échelle. Et nous-mêmes, nous croyons à ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que les gens viennent vous voir pour vous demander de les aider à trouver de l'emploi, le premier réflexe, c'est quoi? Si tu connais personne, ton problème n'est pas résolu. Et je pense qu'on revient au problème fondamental de la gouvernance. Ça, il y a les deux volets, c'est ça. Hein. Il y a la gouvernance et puis il y a la formation. Vous avez abordé cette deuxième question. Moi, je pense que la formation ne fait que suivre. Ça rentre. Lorsque on a une stratégie de développement, lorsqu'on a une bonne gouvernance et maintenant on met une stratégie de formation qui se met au service de cette stratégie de développement. Et là, on peut parler de quelle formation on a besoin. Bien entendu. On est en phase. Hein, on est en phase. Le volet formation, je ne le néglige pas du tout. Hein, mais j'ai dit simplement que pour moi, ça commence par les deux aspects que vous avez indiqués. L'objectif, quelle que soit la structure, l'objectif et les choix stratégiques de base. Et quand vous faites ça, la gouvernance va de soi. Il faut qu'il y ait des structures qui sont là, qui fixent les règles et qui s'assurent que ces règles-là sont respectées. Deuxième facteur. La troisième condition que j'ai dit, et vous l'avez évoqué, j'ai dit, je suis d'accord avec vous, les conditions de travail, de rémunération
une rémunération, une juste rémunération du travail, de l'effort de tout un chacun. Je suis d'accord. Moi, j'ai parlé de la rémunération et puis de la valorisation non financière. Exactement. C'est-à-dire, il faut revaloriser l'homme là où il est. Et pour qu'un employé soit fier d'être un employé, que son champ de pouvoir, son chef ne peut pas le lui imposer s'il sort des règles. Donc, mettre dans les conditions financières et non financières. Si l'homme est une richesse, il faut valoriser cette richesse. Cela se fait à travers, quand nous parlons en termes de gestion des ressources humaines, quand nous parlons de rémunération, la rémunération est un tout. Ce n'est pas seulement l'aspect argent qu'on donne. L'argent qu'on donne est une partie. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir dans la rémunération. Il y en a beaucoup. Oui, les facteurs de motivation. On l'a même dit, il faut que cette rémunération soit liée à la contribution effective dans l'atteinte de l'objectif. Maintenant, la valeur, ce que vous avez, excusez-moi, M. Marico, ce que vous avez dit, la valorisation de l'homme, j'ai dit ça, c'était un élément également qui rejoint les choix au départ. Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Et à partir de là, j'ai dit, chacun a un rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est là où intervient le dialogue social. J'ai dit, l'employé qui rentre chez vous, si vous le considérez comme vous l'avez dit, vous le considérez à sa juste valeur, vous le considérez comme un homme qui a une valeur, vous parlez à lui, vous essayez de comprendre ses préoccupations, vous l'aidez à résoudre les problèmes qu'il a laissés chez lui à la maison avant de venir au niveau du travail. Donc c'est tout cela qu'on met également dans le concept de dialogue social qui inclut tout ce que nous faisons avec les syndicats, parce que n'oubliez pas, une très bonne partie de la réglementation en matière de gestion des ressources humaines se fait par accord des parties. C'est les syndicats, c'est les représentants des travailleurs qui vont discuter avec les employeurs pour fixer les conditions de travail. Donc là intervient une grande... Et si les deux parties trouvent des terrains d'entente, l'économie ne s'emportera que mieux. Voyez le nombre de jours perdus dans nos pays à cause des mouvements sociaux. Donc c'est également important. Tant que l'État n'arrive pas à assurer un dialogue social qui assure aussi la stabilité à ce niveau-là, nous avons des problèmes au niveau de la gestion des ressources humaines. D'accord. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et vous voyez, le sujet est tellement sérieux et passionnant qu'on n'a pas senti le temps passer. Alors moi, je voudrais aussi aborder un autre aspect du problème. Et quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, c'est le problème de la politisation de nos administrations publiques. Qui signifie quoi? Qui signifie qu'un parti ou un groupe de partis remporte des élections, arrive au pouvoir, sont promus, y compris sans les compétences nécessaires, des militants, des membres de ces partis-là, au détriment, des compétences qui existent, mais qui ne sont pas de ces partis, et au détriment du pays, puisque en réalité, l'administration s'en ressent nécessairement. Alors, face à tous ces problèmes, y compris ceux que vous avez soulevés, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir l'impact négatif de ces situations-là sur le développement de nos pays? Ça va être la dernière question. La dernière question, qui ne permettra pas d'aborder le problème de la formation. Mais cette dernière question, je pense que moi je l'avais abordée et ça se résume en une chose, la gouvernance. Nous avons un problème institutionnel qui met l'individu au-dessus de l'institution. Qui met l'individu au-dessus de l'institution, ce qui fait que nos systèmes électoraux et tout contribue. Dès qu'on a le titre, on peut tout faire et puis le reste, il n'y a plus de règles du jeu. C'est ce qu'on est, on le compare à d'autres pays où c'est pas parce qu'on est nommé à tel poste ou qu'on est chef qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Chacun a ses pouvoirs et a ses limites. Et ça va jusqu'au plus bas niveau. Moi, j'ai déjà voyagé dans le système des Nations Unies avec des chauffeurs. Mais ce n'est pas le chauffeur, ce n'est pas moi le patron. Quand on sort, on va à Gao ou à Tombouctou, le soir, c'est lui qui gère son véhicule. Si je veux sortir, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui va rendre compte. Voilà un exemple où, dans la hiérarchie, chacun est responsabilisé. Mais permettez-moi de parler rapidement de la formation, parce que c'est ça. Je crois qu'il faut reformater même notre conception de la formation par rapport à ce que j'ai dit. Tantôt, les développements de l'économie et les profils de l'économie. Il faut savoir qu'on n'est plus obligé de monter au 10e étage en montant les escaliers.
L'ascenseur a été inventé pour cela. Et les systèmes de formation, et aujourd'hui, toutes les tendances vont, c'est que ce n'est pas sur l'école classique qu'on peut rattraper le retard. Ça s'appelle la formation professionnelle. Ça s'appelle la valorisation des compétences. Et ça va de pair avec un minimum d'ordre qu'on appelle des référentiels. Des métiers qui doivent être référencés. Des compétences qui doivent être référencées auxquelles on donne un nom. Et que quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire 9 ans, 12 ans, 15 ans, on puisse le rattraper parce qu'il sait manipuler le Samsung S4 et que ça correspond à une capacité à faire quelque chose et que cela soit valorisé. Nos entreprises, figurez-vous qu'ils ont même plutôt des problèmes avec le diplôme qu'avec la compétence. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une entreprise, ils disent, bon, quand on forme des gens qui viennent avec le diplôme, au bout de 2-3 mois, ils s'en vont parce que, bon, on exige le diplôme et autres. La solution qu'on a trouvée, on va trouver des gens qui n'ont pas nécessairement le diplôme, qu'on forme, qui ont exactement la même compétence et qui restent avec nous. Parce qu'on valorise leur acquis. Ce n'est pas le savoir théorique là, qui est valorisé, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils savent faire, comment ils se comportent dans le boulot. C'est tout cela, c'est tout ce boulot que nous devons, ce sont ces chantiers que nous avons. Lorsque nous aurons choisi d'avoir une stratégie de développement, nous savions où nous allons. Nous avons réussi à améliorer notre gouvernance et maintenant, cette politique de formation pourra se mettre au service de ces stratégies de développement. Monsieur Diakité. Monsieur Mariko, par rapport à la politisation... Comment on fait L'État a déjà, je pense, dans la plupart des États africains, il y a des efforts, des choses qui sont en cours. Vous avez vu, désormais, il y a une liste d'emplois de haut niveau où les nominations ne seront plus politiques. On veut les ouvrir. Vous avez vu ces derniers temps à Bamako. Je sais que je viens de rentrer de Dakar. Je sais qu'au Sénégal également, le président a mis en place une liste d'un certain nombre d'emplois qui ne seront plus pourvus par décret. Donc les postes vont être ouverts à tout le monde, tous les Maliens, tous les Sénégalais qui dans leur pays propre, qui savent qu'ils ont la compétence d'occuper un certain nombre de postes, donc ils ont le droit de postuler. Voilà. Donc c'est déjà un premier effort. Ça veut dire que les politiques eux-mêmes ont pris conscience que le clientélisme a ses limites. Parce que, tout compte fait, le bilan de l'homme politique que vous mettez à la tête d'une entreprise nationale, s'il n'atteint pas ses performances, au bout du compte, ça va être mis sur le bilan de mandat de celui qui l'a nommé. Donc, vous avez tout intérêt à ce que son résultat il soit positif, de manière que vous ayez un bilan positif à la fin. Moi, je trouve que ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, je crois qu'il y a un travail extrêmement important à faire au niveau même de nos sociétés civiles. Vous avez vu avec la dernière révolution dans un de nos pays voisins. Au Burkina. Où vous avez vu la société civile dit, nous sommes désormais les gardiens. Nous ne voulons plus qu'on mette des voleurs, des gens qui ont pillé le patrimoine national. Nous ne voulons plus les voir à la tête des entreprises et sociétés d'État. Ça, ce rôle-là revient à la société civile et elle doit s'organiser pour le faire. Je sais qu'il y a un comité de suivi au niveau budgétaire, mais voilà le genre de choses qui peuvent se faire dans nos pays et qui sera de nature à forcer la main, même aux hommes politiques, parce qu'ils verront qu'ils n'ont pas intérêt vraiment à mettre quelqu'un qui traîne autant de casseroles derrière lui sur des postes de responsabilité. D'accord. Rapidement, la diaspora. On n'en a pas parlé, oui. Mais je pense que c'est quand même là aussi un gisement de potentialité. Mais la diaspora n'aura aucune utilité si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Encore une fois, l'homme est une richesse. L'homme, on l'utilise pour atteindre un objectif. Si on n'a pas, on ne sait pas quelle utilisation on va faire de cette diaspora, et si en venant cette diaspora n'est pas valorisée, je suis même gêné de parler de diaspora parce qu'il y a une diaspora intérieure. Dans chacun de nos pays, on a des gens qui sont en exil dans leur propre pays. Ils ont des compétences qui ne sont pas utilisées. Donc, quand je dis diaspora, je parle de la diaspora interne et externe. Donc, il faut d'abord qu'on crée des conditions pour que la compétence soit valorisée. Maintenant, la question est de savoir à qui la faute. Ça, on revient à l'homme.
l'homme dans toute sa dimension, dirigeant, société civile, nous tous, vous et moi, nous sommes tous responsables. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous sommes. Donc, vis-à-vis de la diaspora, on ne pourra attirer personne de sérieux si ce n'est pas dans un projet sérieux. Donc, c'est exactement comme l'emploi, en disant on va créer des emplois, on va attirer. Le problème fondamental, c'est la stratégie de développement et la gouvernance qu'il faut pour mettre en œuvre cette stratégie de développement. Lorsqu'on a ça, tout le reste va suivre. Et on aura de l'argent pour payer les gens. Et on aura de l'argent pour payer les gens pour qu'ils aient à la fois le savoir-faire, être et la connaissance. C'est ça. Parce que l'argent n'est pas recyclé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde théoriquement le salaire des gens, personne ne peut vivre. Pourtant, tout le monde vit. Quand je regarde les embouteillages dans chacune de ces capitales-là, je dis, mais le prix de l'essence, ça fait combien? Est-ce qu'avec les revenus officiels des gens, on peut se permettre de faire des embouteillages? Mais ça veut dire qu'il y a des ressources. Il y a des ressources. Il s'agit simplement d'inverser la pyramide et que la rémunération soit sur la valeur produite et non pas sur des choses virtuelles comme le titre, comme la circonstance, etc. Et comme ce que vous savez, ce que vous et moi, nous savons tous. La corruption. Eh bien. Ok. Sur ce terrain, monsieur Très rapidement, nous sommes à la fin. D'accord. Vous avez le dernier mot. Ok. Rapidement, deux choses. Par rapport à la diaspora, moi je crois que nous avons des chances, des opportunités à saisir. Très très concrètement, déjà, il faudrait que nous ayons un mécanisme d'information de la diaspora sur les opportunités de retour dans le pays. Comment on peut leur donner des occasions de venir retourner au pays, avoir des emplois salariés ou bien juste travailler à terme de consultant. Je crois que déjà un travail est en train d'être fait à ce niveau-là par le projet Tocten, qui a un répertoire de la diaspora qui leur permet. Donc le fait que désormais les offres d'emploi sont publiées sur les réseaux sociaux, donc ça leur permet d'avoir des opportunités. Moi je pense que ça c'est des opportunités de faire revenir la diaspora, même si de manière plus globale, faire revenir tout le monde également, c'est un rêve. C'est un rêve. Il y a certains qui sont nés là-bas, qui ont grandi. On ne pourra jamais les faire venir. Mais on peut leur donner l'occasion de faire leur contribution à l'effort de développement national. Donc, Monsieur Marikov, si vous permettez, moi je voudrais, donc avant que vous clôturez l'émission, inviter tous vos téléspectateurs et tout le public malien à pouvoir venir participer aux journées africaines des ressources humaines. Donc c'est justement une occasion pour eux de rencontrer des responsables de gestion des ressources humaines, de discuter avec eux de vive voix, de voir comment les choses se passent dans leurs entreprises. Et toutes ces questions-là que vous avez évoquées aujourd'hui, que nous avons eu le temps d'effleurer, ils auront l'occasion d'échanger avec eux au Centre international de conférence de Bamako du 10 au 11 mars 2015. Je répète bien, du 10 au 11 mars 2015, nous invitons tous vos téléspectateurs à venir participer à la 18e édition des Journées africaines des ressources humaines à Bamako. Merci. Merci, M. Diakité. Merci, M. Ndiaye, d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ce sujet. Mais je suis certain que nous reviendrons en d'autres occasions, en d'autres émissions, sur certains autres aspects, puisque la matière est très vaste. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et ce sera à la prochaine. Merci bien. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, je voudrais que nous discutions des relations qui peuvent exister entre les religions, la politique et la culture. Quelles sont les influences qu'elles exercent entre elles? Quels sont les risques conflictuels qui en découlent? Comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos observations et vos avis en nous téléphonant au 00223 44 20 80 80, en nous envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de continuer à nous faire confiance. Prenez soin de ceux que vous aimez et à vendredi.